grand-père a grandi dans une ferme à Cracovie en Pologne. Il est décédé il y a quelques années à l'âge de 82 ans. Quelques jours avant son décès, qui a été causé par une forme très agressive de cancer de l'estomac, il m'a fait m'asseoir à côté de lui, alors qu'il était dans sa vieille chaise à bascule. Et il m'a dit faiblement. Après avoir pris le bateau pour New York, j'ai promis de laisser cette histoire derrière moi. Cela fait 70 ans, et il faut que j'en parle à quelqu'un avant de rencontrer Dieu. Comme tu sais, je suis né dans une petite ville où il n'y avait pas beaucoup de monde. La ville fonctionnait correctement malgré l'occupation nazie. Moi, mon père, ma mère, et mes frères Goran et Igor, on vivait dans une maison qui avait 2 chambres. Ça me désole que tu n'aies jamais pu les rencontrer. Enfin bref, Goran et Igor étaient jumeaux. Ils se ressemblaient parfaitement. Et on avait déjà entendu parler de la fascination malsaine qu'avaient les nazis envers les jumeaux. Par sécurité, mes parents restaient très discrets, même si on vivait déjà dans une partie assez reculée et rurale de la ville. Pour éviter d'aller en ville, on vivait uniquement de poulets et d'œufs, et de ce qu'arrivait à faire pousser ma mère dans notre jardin. C'était une vie très isolée et solitaire, mais on y arrivait. La chose qui était la plus compliquée pour moi, c'est que je devais dormir dans la cave. Vu que Igor et Goran étaient encore petits, il fallait qu'ils ne dorment pas trop loin de mon père et ma mère. La cave était froide et n'avait qu'une minuscule petite fenêtre. Les rayons lunaires étaient la seule chose qui me donnait un peu de lumière. À cause de tout ça, je repoussais toujours un maximum le moment où je devais aller me coucher. J'attendais d'être exténué pour ne pas avoir à rester trop longtemps éveillé dans cet endroit. Les nuits où je n'arrivais pas à m'endormir, je regardais par la fenêtre qui donnait sur le jardin, dans lequel se trouvait un puits abandonné. C'était la seule activité que j'avais pendant ces longues nuits où la guerre faisait rage. La plupart du temps, regarder par cette fenêtre c'était ennuyant, car il ne se passait rien. Mais parfois, je voyais passer une famille, ou des hommes, et même des couples, qui venaient sûrement là se cacher pour vivre leur idylle. Le point commun qu'avaient toutes ces personnes, c'est qu'elles avaient toujours l'air pressées et apeurées. Et parfois, ces personnes portaient des uniformes déchirés. Parfois certains d'entre eux venaient frapper à notre porte violemment, en nous suppliant de les laisser entrer. Et mes parents se disputaient toujours pour savoir s'ils ouvraient la porte ou non. Il a bougé dans sa chaise pour s'asseoir plus confortablement. Tu vois, ma puce, ce qu'on ne savait pas, ou du moins, ce que moi je ne savais pas, c'est qu'on vivait vraiment très près du camp de concentration d'Auschwitz, et que ces personnes étaient des fugitifs. Et... est-ce que ton père les laissait rentrer? Non. Si mes parents avaient ouvert, ils auraient pu être condamnés à mort. Les nazis n'aimaient pas les Polonais. Mais ils nous toléraient, et en plus, c'était déjà assez compliqué de cacher Goran et Igor. Mon père faisait ce qu'il avait à faire pour garder sa famille en sécurité. Alors que la guerre continuait, de moins en moins de personnes ont commencé à débarquer au beau milieu de la nuit. Et c'est à ce moment-là que nos poulets et nos légumes ont commencé à disparaître. On ne pouvait pas se permettre de perdre notre seule source de nourriture, et mon père a fini par se dire que notre nourriture était volée par les fugitifs. Alors, il a construit des barrières autour de notre maison. Mais malgré ça, les poulets ont continué à disparaître. On ne les retrouvait pas morts, non. Ils disparaissaient, simplement. On arrivait, et il n'y avait plus rien dans les cages. Une nuit, j'ai décidé de rester éveillé, pour voir si j'arrivais à découvrir ce qui se passait. Et je me suis battu pour ne pas m'endormir avant le petit matin. Malgré la pénombre et la pluie, j'ai cru apercevoir ce qui ressemblait à une silhouette humaine courir dans le jardin. J'ai couru à l'étage pour prévenir mon père, et il est parti rapidement dehors avec un couteau. C'était la seule arme que l'on pouvait se permettre d'avoir. Mais, après avoir cherché un long moment, il n'a rien trouvé. Le jour suivant, on a tout de même trouvé quelque chose. Des traces de pas. Elles allaient du poulailler jusqu'au puits. Elles étaient imprégnées dans la boue, et on voyait bien que c'était des traces de pieds nus. Mon père, qui avait pitié de cet homme qui essayait de trouver refuge, lui a laissé un mot indiquant qu'il avait 2 jours pour partir, et qu'après ça, il allait sceller le puits. J'attendais avec impatience que mon grand-père me raconte ce qui était arrivé à l'homme dans le puits. La nuit suivante, j'ai eu pitié, et j'ai voulu rapporter à cet homme une couverture, car l'hiver était proche. J'ai attendu que mes parents s'endorment, et je suis sorti discrètement. J'ai crié gentiment en direction du puits pour indiquer à l'homme que j'étais juste là pour l'aider. Ensuite, j'ai commencé ma descente en faisant bien attention de poser mes pieds et d'agripper très fort les différentes pierres. Alors que j'étais presque au fond, j'ai senti quelque chose d'horrible. J'ai sorti ma lampe de poche, et je l'ai levée pour regarder autour de moi. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué à quel point le puits était large. Mais j'aurais dû m'en douter, car avant, ce puits servait à approvisionner en eau toutes les familles de la ville. Cependant, il était complètement vide. Il n'y avait pas d'homme, et la seule chose que j'ai vue qui sortait de l'ordinaire, c'était un trou. Un trou à l'endroit où une partie des pierres qui composaient le puits s'était effondrée. Le trou faisait environ 2 mètres de largeur, et 3 mètres de hauteur et profondeur.
À l'intérieur, il n'y avait pas un homme, non, mais une famille entière, parmi laquelle seule une espèce de créature squelettique avait survécu. La lumière s'est reflétée sur ses yeux enfoncés et sa peau grise. Du sang lui recouvrait le visage, et des carcasses de poulet étaient éparpillées partout. Il y en avait toute une pile, derrière le corps sans vie d'une femme, qui était à côté de ce qui semblait être son fils et sa fille. Ils n'avaient pas l'air d'avoir plus de 5 ans, et eux aussi semblaient être morts depuis plusieurs semaines. L'homme, si on pouvait l'appeler comme ça, a juste regardé dans ma direction, alors que je le fixais, incapable de détourner le regard. C'était bizarre, mais je ne me sentais pas menacé par lui, car il ne montrait aucun signe d'agression. Il était juste assis là, penché, sans faire le moindre bruit, à côté des corps en décomposition de ces êtres chers et des carcasses de poulet. On aurait dit que toute son humanité lui avait été retirée. Il aurait dû réaliser que sa famille était morte depuis bien longtemps, mais il ramenait quand même de la nourriture pour leurs cadavres, comme s'il n'arrivait pas à accepter qu'il ne soit plus là. Quand j'ai pointé ma lampe torche en direction du corps de sa fille, il a bougé et est parti s'asseoir tout près d'elle, comme pour la protéger. Je lui ai dit qu'il devait partir et que j'allais l'aider, car il ne pouvait pas rester là, vu que mon père voulait condamner l'entrée du puits. Mais ce que je lui disais n'avait pas l'air de le toucher. Après un long moment, et vu qu'il n'avait aucune réaction, je me suis dit alors qu'il valait mieux pour moi que je remonte avant que mon père me voie. J'espérais juste que l'homme se déciderait à écouter mes conseils. Alors que je commençais mon ascension, j'ai pointé ma lampe torche une dernière fois vers lui. Et qu'est-ce que tu as vu, grand-père? J'ai vu une larme couler de ses yeux. Je pense qu'il venait enfin de se rendre compte de l'horrible réalité. J'ai continué à grimper, et je suis parti me coucher. Cette nuit-là, il a beaucoup plu. Et au petit matin, quand mon père est parti sceller le puits, j'ai été triste de remarquer qu'il n'y avait aucune trace de pas dans la boue.